Bonjour à toutes et tous, moi c'est Gabrielle. Et moi, c'est Sophia. Bienvenue sur Confluence. Aujourd'hui, on se penche sur une question assez fondamentale pour l'avenir de l'investissement mondial. Est-ce que l'Inde va vraiment, disons, dépasser la Chine comme locomotive économique d'ici 2030-2035 ? Oui, c'est vraiment la question qui ressort de pas mal de recherches, d'analyses récentes. Et notre but, c'est d'aller voir un peu derrière les gros titres, de comprendre les dynamiques profondes qui comparent ces deux géants. D'accord. Alors, traditionnellement, on pense Chine, moteur économique, c'est presque un réflexe. Mais là, les documents suggèrent un autre scénario pour la décennie qui vient. On commence par quoi ? La démographie, peut-être ? Ah oui, la démographie, c'est un point de départ crucial. Le contraste est saisissant, en fait. L'Inde, elle, profite à plein de ce qu'on appelle le dividende démographique. Le dividende démographique, c'est-à-dire... C'est simple, une population très jeune, Mhm. l'âge moyen c'est 27 ans, imaginez, Ouais. et qui continue de croître. Elle devrait devenir le pays le plus peuplé très bientôt, dès 2027, selon l'ONU. Ça fait 75 millions de personnes en plus potentiellement actives, 75 millions. oui, et la classe moyenne. Ça pourrait être énorme. On parle de chiffres comme 475 millions de personnes d'ici 2030. C'est un potentiel de consommation intérieure absolument colossal. Colossal, oui. Et en face, la Chine, c'est le miroir inversé, j'imagine. Exactement. Là, les mêmes sources, elles pointent à un vieillissement très rapide et même une baisse de la population. On parle du 8 millions d'habitants en moins d'ici 2027. Ah oui, quand même. Et ça, forcément, ça risque de peser sur la productivité, sur la croissance à long terme. C'est mécanique en quelque sorte. D'accord, c'est très clair ce contraste démographique. Et comment ça se traduit en chiffres économiques, en prévisions de croissance ? Logiquement, les prévisions divergent pas mal. Pour l'Inde, le FMI, par exemple, table sur plus de 6,3% de croissance là en 2023. Et c'est tiré, comme on disait, par la conso intérieure. Elle représente 60% du PIB. C'est énorme, un vrai moteur interne. Voilà. Et certains vont même plus loin. Morgan Stanley évoque la possibilité d'un doublement du PIB indien en 10 ans. C'est considérable, porté par l'externalisation, le numérique, les investissements. Un doublement, waouh! Et pour la Chine, du coup, ce ralentissement démographique, on le voit dans les prévisions ? Tout à fait. Les prévisions indiquent un tassement assez net. On parle d'environ 4,1% par an entre 2025 et 2029, et ça pourrait descendre vers 3,5% vers 2035. Et il n'y a pas que la démographie. Les analyses soulignent aussi une dépendance plus forte de l'économie chinoise au secteur public, et puis, les tensions géopolitiques qui pèsent toujours. Oui, bien sûr. Alors, au-delà de la croissance pure, où est-ce que les investisseurs se sentent le plus en confiance ? Le climat d'investissement, ça donne quoi ? C'est un autre point de différence majeur. Pour l'Inde, il y a des défis, on va pas se mentir. La bureaucratie, les infrastructures qui sont pas toujours au top, c'est souligné dans les notes. Mhm. Mais elle a l'avantage d'une démocratie relativement stable. Et les réformes, surtout celles attendues après les élections de 2024, semblent bien reçues. Ça attire les investissements étrangers directs qui cherchent justement des alternatives. Et la Chine, vue sous cet angle ? Alors là, les sources pointent d'autres types de préoccupations, un manque de transparence parfois ressenti, la forte influence du Parti communiste sur l'économie, ce qui donne un score de gouvernance réglementaire assez bas, selon la Banque mondiale. D'accord. Concrètement, ça veut dire quoi pour un investisseur ? Ça peut vouloir dire plus d'incertitudes, des règles qui changent vite, moins de prévisibilité. Et puis il y a toujours les tensions géopolitiques avec les États-Unis notamment, qui ajoutent une couche de risque, quoi. Oui, ces aspects de gouvernance, de prévisibilité, c'est clé pour le long terme. Et si un zoom sur les grandes tendances actuelles ? Je pense à la transition énergétique, la digitalisation. Alors là, c'est intéressant, c'est plus nuancé. La Chine garde une avance vraiment très nette sur les investissements verts. On parle de chiffres énormes, genre 940 milliards de dollars en 2024. Ah oui, Mais l'Inde est vue comme le marché le plus attractif pour les renouvelables en 2023, selon Bloomberg et Neuf. Et les ambitions sont gigantesques aussi. 500 gigawatts de capacité non fossile d'ici 2030. C'est énorme aussi. et sur la digitalisation ? Et cette fameuse stratégie China +1 qu'on entend partout ? L'Inde semble très bien placée pour en profiter, oui. Le China +1, c'est cette idée que les entreprises veulent diversifier leur chaîne d'approvisionnement pour moins dépendre de la Chine. Pour réduire le risque, en gros. Exactement.
Et on voit des grands noms, hein, Apple, Tesla, qui développent leur production en Inde. Ça crée un cercle vertueux, investissement, transfert de technologie. D'accord. Donc si on essaye de résumer un peu ce que disent les documents, la balance semble plutôt pencher vers l'Inde pour la décennie à venir, voire plus loin. Les points forts, c'est vraiment cette démographie, le potentiel du marché intérieur, et puis son attractivité qui monte dans les secteurs d'avenir comme le numérique, les renouvelables. Même s'il reste des défis, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Les défis sur l'infrastructure, la bureaucratie, ils sont réels. Faut pas les oublier. Une prédiction qui m'a marquée, c'est celle d'Oxford Economics. Il suggère que l'Inde pourrait carrément devenir le principal moteur de la croissance mondiale d'ici 2035, devant la Chine. C'est un sacré changement de perspective. Tout à fait. C'est un changement de paradigme majeur si ça se confirme, et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion un peu plus profonde que les chiffres. Oui. Pas juste le volume de l'innovation, mais sa nature. Mm. Quel type d'opportunité d'investissement va émerger spécifiquement dans chaque pays à cause de ça, d'ici 10-15 ans? C'est une excellente question. Ça ouvre des pistes de réflexion sur la qualité de la croissance et pas seulement la quantité. Exactement. C'est peut-être là qu'il faut regarder pour comprendre non seulement où investir, mais comment. Une piste très intéressante pour continuer la réflexion. Voilà, c'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à Confluence et surtout à partager vos propres réflexions en commentaire. On se retrouve très bientôt.